Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, William Ruto investi président du Kenya. Le vainqueur du scrutin présidentiel du 9 août dernier a prêté serment ce mardi au stade Kasarani en présence d'une vingtaine de chefs d'État africains. Au Tchad, la Toukra Nomad School s'emploie à garantir l'éducation des enfants issus des communautés nomades. L'école mobile, qui compte aujourd'hui plus de 60 élèves, suit la communauté nomade lorsqu'elle déménage tous les 2 mois environ. Et puis un portrait de la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, celle qui s'est malheureusement inclinée cette année en finale de Wimbledon et de l'US Open, ne se décourage pas. Elle compte bien devenir la première tenniswoman africaine à remporter un grand chelem. C'est officiel, William Ruto est le 5e président du Kenya. Il a prêté serment ce mardi 13 septembre lors d'une cérémonie d'investiture marquant la fin de semaine de controverse après l'élection serrée mais pacifique du 9 août dernier. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels de nombreux voisins de l'Éthiopie, l'Ouganda, la Somalie et la Tanzanie, étaient présents parmi les 60 000 spectateurs réunis dans le stade Kasarani, le plus grand stade de la capitale. William Ruto va au-devant de nombreux défis. Il hérite d'une pléthore de problématiques telles que la dette croissante ou encore le risque de famine causé par l'une des pires sécheresses depuis des décennies. Ce dernier s'est dit prêt à relever le défi. On l'écoute. Moi, William Samoei Ruto, en pleine réalisation de la haute vocation que j'assume en tant que président de la République du Kenya, je jure que je serai fidèle et porterai une véritable allégeance à la République du Kenya. Que j'obéirai, préserverai, protégerai et défendrai cette Constitution. Ce moment est un moment unique. Grâce à Dieu, nous y sommes parvenus. Aujourd'hui, je veux remercier Dieu parce qu'un garçon du village est devenu président du Kenya. Je tiens à remercier ma femme et ma famille d'avoir prié pour moi et pour mon équipe. Je tiens à remercier les nombreux amis qui m'ont accompagné dans ce voyage. Beaucoup ont traversé des moments difficiles à cause de leur association avec ma personne. Mes amis, je tiens à vous dire un grand merci. La Guinée équatoriale assumera la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2023. Ce mardi, le secrétaire général de l'OPEP, Haitham Al-Gaïs, a achevé une visite de 3 jours à Malabo, visite au cours de laquelle il s'est notamment entretenu avec le président Obiang Mbasogo afin de préparer cet agenda 2023. Les détails dans ce sujet de Séverin Douquet. La Guinée équatoriale assurera la présidence de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 2023. En préparation de cet agenda, Haitham Al-Gaïs, le secrétaire général de l'institution, a effectué une visite en Guinée équatoriale du 11 au 13 septembre 2022, avec pour objectif de renforcer un plan d'action pour la stabilité et l'équilibre des cours du marché du pétrole. Il est important pour le secrétaire général d'être en contact avec le pays qui assurera la présidence afin d'examiner le plan d'action annuel. Ce que nous avons fait aujourd'hui dans les moindres détails, c'est la suite des premières réunions que nous avons eues virtuellement ces 2 dernières semaines. Nous avons eu de très bonnes discussions sur ce que nous voulons réaliser ensemble, sur la manière dont la Guinée équatoriale continuera avec d'autres pays membres de l'OPEP à jouer un rôle pour assurer la stabilité et l'équilibre du marché, ce qui est dans l'intérêt de tous, y compris des pays producteurs de pétrole, des pays consommateurs et de l'économie mondiale. Si la Guinée équatoriale est le plus petit pays producteur de pétrole des membres de l'OPEP, son mandat, annoncé à la présidence de l'institution, symbolise un caractère de valorisation permettant de dynamiser l'adhésion d'autres États africains au sein de l'institution. En effet, seulement 7 pays africains sont membres de l'OPEP.
C'est un message que nous voulons envoyer en tant qu'OPEP, à savoir que l'Afrique est unie à l'OPEP et que l'OPEP est également uni à l'Afrique. Nous avons 7 pays membres de l'OPEP qui sont africains et sont tout aussi importants pour les 30 autres pays membres. L'avenir énergétique de l'Afrique est crucial, c'est une partie du développement de l'économie mondiale. Il y a beaucoup de potentiel pour l'Afrique et je pense que les pays africains comme la Guinée équatoriale peuvent bénéficier de nos efforts conjoints au sein de l'OPEP et aussi de la déclaration de coopération qui a été signée avec 10 pays non producteurs en 2016. Dans un contexte de crise de l'énergie, de flambée des prix du pétrole raffiné, la Guinée équatoriale a proposé des solutions, dont un réseau de pipelines régional, une transformation locale et un marché intra-africain régional permettant à l'exploration pétrolière de devenir un atout dans la lutte contre la pauvreté en Afrique. Au Tchad, environ 7% des quelques 16 millions d'habitants du pays sont des nomades. Un mode de vie séculaire mais incompatible avec le système éducatif formel tchadien. C'est ici que la Toukra Nomad School entre en jeu. Créée en novembre 2019 par Léonard Gamaïgué, la Toukra Nomad School a la particularité d'être mobile. Une mobilité qui permet aux enfants nomades de bénéficier d'une éducation. Selon le groupe de travail international pour les affaires indigènes, moins de 1% des garçons nomades et pratiquement 0% des filles nomades étaient inscrits à l'école en 2018. Karine Selva. Des mathématiques et de la conjugaison, c'est le programme du jour proposé par ce jeune enseignant bénévole tchadien. À seulement 28 ans, Léonard Gamaïg est le fondateur de l'école mobile Toukra Nomad School, une école dont la particularité est d'être accessible aux enfants issus d'un camp de nomades situé à Toukra, à l'extérieur de la capitale tchadienne, N'Djamena. L'idée de créer cette école-là m'est venue depuis novembre 2019. Tout est parti de quand j'étais de passage tout près de là, autour de 7h, 8h. J'ai vu les enfants ici en train de jouer sous les arbres en grand nombre aux heures de cours. Donc, j'ai été touché par l'image parce que généralement, à ces heures-là, les enfants sont dans les salles de classe. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de venir rencontrer les parents, échanger avec eux à l'idée de venir créer cette école-là. Donc, ils étaient d'accord. On a commencé à préparer les petits trucs, le tableau, nettoyer l'endroit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Un commencement qui a été difficile et durant lequel même un morceau de craie était inaccessible. Aujourd'hui, c'est dans une salle de classe improvisée en plein air qu'une dizaine d'enfants se sont assis sur une natte pour prendre soigneusement des notes sur leurs cahiers posés sur le genou. Des enfants dont les progrès sont appréciés par les parents. Nous sommes ravis de voir l'apprentissage et les progrès de nos enfants à l'école. Dans le passé, nous, les nomades, ne connaissons pas l'importance de l'école, mais aujourd'hui, nous commençons à comprendre son importance pour nous-mêmes et pour notre pays. L'éducation scolaire est la base du développement communautaire et national. Nous nous réjouissons de la création de cette modeste école au profit de nos enfants qui font des progrès, malgré nos conditions de vie difficiles. Nous demandons à Dieu et au gouvernement de nous aider à mettre en place un système éducatif adéquat pour nos enfants. Des enfants qui progressent malgré les conditions précaires dans lesquelles ils sont enseignés. 3 ans après sa création, cette école mobile compte désormais 69 élèves d'âges différents et dispose de fournitures de base grâce aux dons. Également dans l'actualité, en Algérie, le parquet de la République près le tribunal de Sidi Mamed, la section nationale de lutte contre les crimes terroristes et subversifs, a requis les parquets de la République concernés par les enquêtes sur les feux de forêt ayant touché certaines villes du pays, telles que Sétif, Djidjel et El Tarf, de se dessaisir de ces enquêtes qui relèvent de la compétence de la section de lutte contre les crimes terroristes et subversifs près le tribunal de Sidi Mamed. Selon les rapports de l'enquête fournie par la police judiciaire au sujet de ces incendies, tout concorde à privilégier la piste criminelle. Les rapports l'affirment, ces forêts ont été incendiées délibérément. Ces incendies ont par ailleurs fait plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.
Direction le Bénin à présent à la rencontre du jeune inventeur béninois James Nyansounou. Le promoteur de la start-up Hydro-Keke a mis au point un modèle de vélo nautique. Une innovation qui vise à démystifier l'accès à l'eau et au plaisir nautique avec pour ambition d'être la référence du tourisme nautique en Afrique. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Lefti Ono. Au Bénin, le jeune entrepreneur et concepteur James Nyansounou fabrique un modèle de vélo nautique dénommé Hydro-Keke. Natif de la commune de Dangbo, James Nyansounou, promoteur de la start-up Hydro-Keke, a un parcours atypique. Instruit au corps de métier de l'artisanat, notamment la maçonnerie, la peinture, la cordonnerie, James Nyansounou est doctorant en anglais à l'école doctorale pluridisciplinaire d'Abomey-Calavi et web stratège. En 2018, il a mis en œuvre le projet de création d'Hydro-Keke. Après la conception du premier modèle prototype 22, il a amélioré sa charpente pour aboutir à une version actualisée, le prototype 3 d'Hydro-Keke. L'objectif de cette innovation est entre autres de démystifier l'accès à l'eau, au plaisir nautique et être la référence du tourisme nautique en Afrique. Les peuples lacustres, ce qu'ils ont comme moyen de déplacement, c'est une pirogue. Dans tout le monde entier, l'Hydro-Keke a une particularité, c'est ses flotteurs. Ces flotteurs rappellent l'africanité, ces flotteurs rappellent la pirogue, ces flotteurs rappellent l'histoire des peuples lacustres. Quand on voit une pirogue. James Nyansounou a prévu un business model pour soutenir le projet Hydro-Keke. Cette innovation est destinée au public âgé de 8 ans à 70 ans, pouvant pédaler un vélo nautique. Moyen de déplacement respectant les conditions écologiques et environnementales, Hydro-Keke est conçu pour les balades, les circuits nautiques, l'écotourisme, le divertissement sur l'eau et le cyclisme sur l'eau. On pédale très bien. Je me suis senti libre, je dirais même en l'air. Et lorsque on part en avant, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on est en train d'expérimenter. A noter que James Nyansounou et son équipe entendent travailler d'arrache-pied pour misser les flottes de pirogues des peuples lacustres et le vélo intitulé Taxi Canan de la commune d'Adjara au Bénin, ancêtre du taxi moto, pour révéler l'unique prototype d'Hydro-Keke africain. Pour faire gagner des devises au Bénin, qui dispose de magnifiques plans d'eau, soit environ 120 km² de superficie hydraulique au sud du pays, James Nyansounou compte domestiquer la production d'Hydro-Keke pour la promotion de l'écotourisme et le sport nautique. Après Wimbledon et plus récemment l'US Open, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur est plus que jamais motivée. Objectif, la première place mondiale. Un objectif atteignable. Cette dernière s'est inclinée en finale des deux prestigieuses compétitions. Elle a raté de peu l'exploit d'être la première africaine à remporter un grand chelem. Portrait signé José Douglas. Elle vise la première place mondiale. Mais qui est vraiment Ons Jabeur, qui est née le 28 août 1994 à Zahar Helal, une petite ville du nord-est de la Tunisie, et a grandi à Sousse. À l'âge de 3 ans, elle a été initiée au tennis par sa mère. Elle s'est souvent entraînée dans des hôtels et des établissements touristiques en raison du manque de cours dans les clubs de tennis locaux. Ons Jabeur a disputé son premier tournoi national à l'âge de 6 ans et son premier tournoi international 4 ans plus tard. À l'âge de 12 ans, elle a déménagé à 150 km de Sousse pour aller vivre dans la capitale Tunis et s'entraînait au lycée sportif d'El Mansa, une académie nationale multisport qui accueille les talents tunisiens en devenir. Ma mère me conduisait partout en Tunisie pour aller jouer les tournois et elle m'a encouragée à aller étudier dans une école spéciale. C'était un grand sacrifice de voir sa petite fille partir pour tenter de vivre un rêve qui n'avait pas 100% de chance de se réaliser. Elle a fait ses débuts dans un tournoi du Grand Chelem Junior à l'US Open en 2009 avant d'atteindre l'année suivante la finale de Roland-Garros Junior. Son mari n'est autre que Karim Kamoun, grand champion d'escrime en fleuret et en épée, et a remporté plusieurs médailles dans des compétitions africaines en équipe et en individuel. À Londres, le 9 juillet 2022, Ons Jabeur, en battant l'Allemande Tjajana Maria en demi-finale du tournoi de Wimbledon, s'est hissée en finale et a perdu contre la Russe Elena Rybakina en 3-7. Et dans la récente finale de l'US Open, pas de chance, elle perd aussi en finale contre la Polonaise Iga Swiatek, après avoir balayé en demi-finale la Française Caroline Garcia.
J'ai un grand tournoi qui arrive, les Masters, du 31 octobre au 7 novembre. J'ai toujours rêvé de le jouer. J'espère y accumuler encore de la confiance pour vraiment bien préparer la saison prochaine. Le plus important est de tirer les enseignements des finales perdues. Je ne vais pas abandonner. Je suis persuadée que je jouerai d'autres finales et je sais que je jouerai de mon mieux. Une bonne nouvelle, pour la première fois, Hans Jabeur disputera le tournoi de circuit WTA de Monastir du 3 au 9 octobre 2022. Information confirmée par Salma Moedi, la présidente de la Fédération tunisienne de tennis, pour désormais la numéro 2 mondiale. Ses supporters seront très heureux. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.